Pinecast. Librement Linux, c'est au-delà de Windows. Et bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et je suis accompagné de deux potes. Oui, maintenant je peux dire que c'est des potes. Au bout de 2 saisons et 25 épisodes, c'est des potes. Le premier, il est passionné de Linux. Il fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, Steve 513V3. Comment vas-tu, Steve ? Oui, bonjour tout le monde. Je vais très très bien, merci. Et toi, Cédric ? Écoute, ça va et on va accueillir notre deuxième pote. En plus de le retrouver sur son blog numetopia.fr, il tient les rubriques actualités et sorties de la semaine. Salut le Tux. Salut Cédric, je tiens à préciser 25 épisodes pour la saison 2, parce qu'il y a eu une saison 1, je sais plus combien on a fait d'épisodes. Ah oui, une dizaine, t'as raison. Ah oui, t'as raison. J'ai tout mélangé. Ah oui. Oh oui. Non, pardon. Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et de projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr, sur la chaîne YouTube de Steve 513V3, ça c'est son code promo. Dans ce numéro, on retrouvera le billet de Steve avec un humour de merde. Non, c'est Human After All. Ah, ça me rappelle une chanson, ça. Non. On retrouvera l'actualité, évidemment. Un retour sur un petit dossier Ventoy, je crois. Ouais, on va parler de Ventoy. Et enfin, on fera un petit retour sur les commentaires que vous nous faites dans les différents canaux de communication, YouTube ou le Mastodon, et également Librement Linux Podcast. Ça, c'est le Salon Matrix. Merci à Enrique de Webby Music pour le générique. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons, attribution 4.0 internationale, excepté les extraits musicaux, la bande son externe et les œuvres sonores non produites par l'équipe Librement Linux. Et soyez les bienvenus. Et nous sommes le dimanche 9 juin 2024, il est 20h39 et 41 secondes, soyez les bienvenus. Merci d'être fidèles à ce podcast et on enchaîne tout de suite sur le billet du Steve qui veut nous parler d'humanité, je crois. N'est-ce pas, Steve ? Ouais, c'est ça, humanité, après tout. Human After All, ouais. Le billet de la semaine de Steve. Comment ça va les copains ? Bien. Ouais, voilà, je pensais bien que j'allais vous poser la question, que vous allez tous me dire ouais, ça va super bien, on est dimanche soir, il est quasiment... Non, il est 20h40, et donc on a tous la tête dans le cul, mais c'est pas grave, c'est parti pour mon zizi, pour le billet d'humeur de Steve, c'est-à-dire moi. Alors, pour pondre ce billet d'humeur, il faut m'imaginer pendant la pause du penseur de Rodin sur le pot. Une petite pression artérielle... Tu fais pas la pause quand même. Une petite pression artérielle qui suffit à faire paraître de façon très subtile l'artère temporale. Et plouf, la voici. Je sais, je suis très pipi caca aujourd'hui et c'est pas prêt de s'arrêter. Aujourd'hui, ce sera un petit billet d'humeur fidèle à une de mes aventures qui m'est arrivée il y a quelques jours. Mais avant de commencer, pour les plus anciens, j'aimerais qu'on transpose juste quelques instants, juste quelques décennies auparavant d'ailleurs. À l'époque où c'était justement des multinationales, qu'on appellera beaucoup plus tard des GAFAM, qui avaient une intention tout à fait honorable d'exister pour répondre aux besoins de nous, les consommateurs. Oui. Non ? Oui. Ah, il me semblait bien que je m'en doutais bien qu'il y avait quelqu'un qui allait en tout cas avoir une petite réaction par rapport à ça. Est-ce que je suis naïf à ce point ? Oui. Mais non, pas du tout. Si. Parce que figurez-vous que c'était la belle époque comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire les bisounours, les licornes qui proutaient des paillettes. Donc oui, je vous confirme, je suis très pipi caca. Bon allez, j'en viens justement à cette petite histoire. Il y a quelques jours, j'ai présenté sur ma chaîne YouTube une vidéo qui parlait de ce qu'on peut considérer comme le premier mini PC orienté pour le gaming. Et elle est géniale parce que c'est une des vidéos qui parle au moins du logiciel et du matériel évidemment, mais tu as le mérite de parler également de la partie logicielle, ce qui est très intéressante. Merci, ça fait plaisir. Et donc dans la foulée, j'ai pu aussi réaliser d'autres vidéos grâce au site du Tux Masqué d'ailleurs, justement, merci à toi, c'est-à-dire sur le site Numetopia, pour ceux qui en fin de compte veulent la référence. On vous laissera de toute façon tout ça en description. Et c'était vraiment un précieux tuto dont on avait déjà abordé, c'était justement concernant les HTPC, donc merci encore à toi le Tux. Merci. Alors, pour produire d'autres vidéos, fatalement, ce que je dois faire, c'est que je dois revendre le matériel, et parfois je le fais à contre-cœur, pour réinvestir sur du nouveau matos, pour justement générer des nouvelles vidéos. Et voilà que soudain, il y a justement un acheteur potentiel qui se manifeste.
Mais je le connais, lui, oui, mais c'est un créateur de contenu populaire, dis donc. Non, arrête de me balancer là, arrête de me balancer. J'ai vu votre vidéo et je l'adore. J'aimerais faire une vidéo pour compléter la tienne. Oula, c'est que là, tout d'un coup, je me sens très très mal à l'aise. Parce qu'après tout, il pourrait tout aussi bien déglinguer le PC par extension, aussi ma vidéo, et donc fatalement, il pourrait carrément plonger ma chaîne dans le gouffre. Ne t'inquiète pas du tout, c'est pas le but. Au contraire, je pourrais d'ailleurs te filer des petits coups de pouce en parlant de toi pour ma prochaine vidéo. Oh, dis donc, tu fais super bien, c'est un don ou... Ouais, je suis né comme ça, c'est un don. C'est ça, oui, je confirme, c'est un don. Alors, il en avait dit trop, hein, évidemment, c'est le genre d'opportunité qui n'arrive qu'une seule fois dans votre vie. Alors fatalement, je lui réponds, allez, passe à la maison, viens prendre un café. Et puis tiens, installe-toi dans mon salon, voilà, installe-toi, mets-toi à ton aise, bien sûr. Installe-toi dans mon lit avec ma femme, voilà. Non, j'ai pas osé aller jusque-là. Et puis pour être sûr, je vais en plus de ça démarrer le PC devant toi pour te faire une petite démonstration. Après tout, on n'achète pas un chaton dans un sac. Non, c'est plutôt on n'achète pas un mouton dans un sac. Non, c'est pas ça. On n'achète pas un cochon. Enfin, je sais plus. De toute façon, on n'achète pas n'importe quoi comme ça à l'aveugle. Soit. Et c'est ainsi qu'on finalise la vente. C'est-à-dire le sourire qui chatouille, la laine toute fraîche, une belle poignée de main toute mollassonne et toute moite, et un dernier signe de la main au volant de sa belle voiture électrique allemande. Et il termine par tiens, en fait, si t'as d'autres machines tout aussi spéciales, surtout t'hésites pas, on fera des échanges comme ça, qu'est-ce que t'en dis, hein? Mais c'est qu'il est sympa, ce mec. Non, mais franchement, c'est un chouette gars. Enfin, il se prend pas la tête, il a l'air tout à fait humble. Et vraiment, c'est cool. Je pensais pas ça de lui, vraiment, c'est bien. Si ça se trouve, je ne serai plus dans le bac à litière pour chat d'ici quelques jours. Ma foi, je pourrais peut-être vraiment jouer dans un vrai bac à sable. Mieux encore, en visant les étoiles, je pourrais même inviter Linus Torvald et participer à notre prochain podcast. Si ça, c'est pas génial, tout ça grâce à lui. Alors voilà, vous imaginez, je suis comme un gamin à qui on a promis un BMX si je travaille bien à l'école, ou que j'aurai des friandises si j'aide la petite vieille à traverser la rue. Enfin, entendons-nous bien, on parle de friandises de petite vieille, c'est que c'est du caramel mou qui traîne dans le fond de sa poche depuis 1950 et qui a certainement dû fondre 2 ou 3 fois au cours de ces 20 dernières années. Et puis voilà, le jour de la diffusion de sa vidéo est arrivé, et moi je suis donc il y a un spectateur qui me fait un message. Mec, il y a la chaîne Pip, parce que j'ai pas le nom j'ai pas non plus le nom, bien sûr. Tu te souviens plus du nom. Enfin, c'est ça quoi. Qui a diffusé une vidéo comme la tienne. Oh, ça c'est cool, c'est le grand jour. C'est vrai, c'est le jour où en fin de compte ma vie peut changer finalement. Chérie, prépare le popcorn parce que ce soir c'est ma soirée. D'habitude on dit pas ça, mais enfin soit. Oui. Et puis voilà, 10 minutes et 43 secondes plus tard, il n'y a rien. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mot. Si, je suis pas d'accord. Le vendeur qui m'a vendu ce PC, pardon, m'avait prévenu. Voilà. Il y a eu un mot quand même. Ah, oui, super. Mais pas un mot de Steve. Ah ouais. Non, voilà bon. Quoi. Alors, vous vous en doutez qu'à ce moment, on passe dans tous les états. Qui Steve. C'est qui? Non, mais c'est qui? D'accord, ok. Je termine le billet, puis après je saute par-dessus la falaise, j'arrive tout de suite. À ce moment-là, vous vous en doutez, on passe dans tous les états, de la profonde tristesse à la colère. On a même tendance à culpabiliser, parce qu'on se pose la question, mais où est-ce que j'ai déconné finalement? Est-ce que c'est de ma faute? Parce que voilà. Et la réponse, elle est claire, c'est oui. Oui, je m'explique. Comment en sont arrivés Steve Jobs et Bill Gates à se faire des coups de pute? Pourquoi Marky, le Zuck, bien évidemment, vole le concept Facebook aux frères Winklevoss? Comment expliquer l'amende de 32 millions d'euros d'Amazon pour le non-respect de leurs employés? Comment Google passe d'une société de rêve où les employés commandent des pizzas pour le midi, aménagent des coins à repos et finit par collecter la moindre de nos données et les revendre aux commerciaux capables de générer ainsi le besoin pour nous les consommateurs? La popularité, la notoriété. Enfin, comment est-ce qu'on ne pourrait pas perdre pied entre nous, franchement, l'appât du matériel, du gain qui nous déconnecte ainsi de notre moralité et de nos valeurs? Parce que nous, les spectateurs ou les consommateurs, nous leur donnons toute l'attention suffisante, leur donnons assez d'importance pour les positionner ainsi sur le mont Olympe. Alors, pour traduction, pour vulgariser un petit peu cette belle prose philosophique que je viens de vous balancer, en fait, en vérité, ils s'en battent les couilles.
Voilà, tout simplement. Parce que j'ai cru naïvement qu'il existe encore des gens capables d'accomplir des actes totalement dénués d'intérêt. Et c'est cette nature qui m'a permis d'être en accord avec justement la philosophie open source, justement. Cette idéologie et cette communauté d'actes dénués d'intérêt. Alors voilà, j'ai une petite requête à vous, les copains, les poditeurs, etc., etc. Enfin, tout le monde, en tout cas. J'aurais un service à vous demander si un jour j'en viens à perdre pied et qu'à mon tour, je finisse par privilégier d'autres valeurs plus égoïstes. N'hésitez pas, vous me flagellez, parce que déjà j'aime ça, que vous me flagellez. Exorcistez-moi aussi, si en fin de compte vous avez 2-3 petites connaissances en latin. Et puis surtout, n'hésitez pas de me passer ce billet d'humeur en boucle dans ma tête, juste pour que j'oublie jamais. C'est tout. Je pense qu'on joue pas dans la même cour. Et je pense qu'il a été trop enthousiaste quand il t'a rencontré. Et ses mots ont dépassé sa pensée. Je pense que sincèrement, ce qu'il t'a dit, le pensait sur le moment, et après coup, il a peut-être plus trouvé ça intéressant ou pertinent de citer, tout compte fait. C'est comme si tu imaginais, je sais pas, Nagui ou je sais pas qui remerciait toutes les 30 secondes quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas, tout compte fait, parce que c'est pas lui qui a eu cette géniale idée ou qu'on lui a fourni son micro d'or, tu vois. Je pense que, voilà. En effet, toi, t'es déçu parce qu'il y a eu un relationnel, il y a eu un échange et il y a eu des mots, et tu es... Ouais, c'est pas que tu y as cru, mais tu as retenu tous ces mots. Et ouais, peut-être, est-ce que tu prends trop d'importance ? Peut-être, je sais pas. Ouais, tout à fait. Des mots MAUX. Oui, aussi. Mais je suis quelqu'un comme ça, de très naïf, hein. Et je crois que justement c'est ça que moi je tiens à entretenir, c'est justement cette naïveté que j'ai en moi. Alors bien évidemment, j'ai encore me ramasser par terre, je vais m'écorcher les genoux, je vais encore me faire peut-être un de ces 4 matins entubé par d'autres. Je sais pas, je le pense, mais non, ça c'est vraiment à moindre mal. C'est pas non plus comme si c'était une catastrophe. Tu vois, voilà, je le conçois parfaitement. Je relativise. Non, mais ça fait mal. Ça fait mal sur l'instant T, ça fait mal parce que c'est vrai qu'effectivement, tu dis. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement influencer finalement entre guillemets ta popularité et peut-être que ça peut justement être un tournant et voilà. As-tu vu la vidéo que je t'ai envoyée sur Mad Podcast ? Oui, tout à fait. Et j'ai regardé justement avec attention. Et finalement, lui, il en bave, sérieusement. Oui. Comme quoi, tu vois, il y a aussi ça. Alors que d'autres plus populaires ont fait des conneries du puissance 10, en parlant de Gad Elmaleh et co. Mais ils n'ont pas autant souffert que lui, il peut encore souffrir aujourd'hui. Aujourd'hui, il perd encore 1000 abonnés par semaine, je crois. Ouais, mais ça aussi, c'est un truc qui est super dangereux. C'est comme je le disais, de toute façon, la chute précède toujours l'excès de confiance. Donc, j'espère ne pas arriver à un moment donné à un stade où finalement je perds de pied et que je fasse tout et n'importe quoi et que je fasse surtout n'importe quoi. Voilà. Bon, pour conclure. Ils n'ont pas promis qu'ils faisaient de l'open source, du libre ou du Linux. Non, donc, en effet, ils n'ont pas cette philosophie, alors que toi, tu as plutôt un penchant vers cette philosophie-là. Voilà. Il paraît. Voilà. Très bien. Allez, merci. Je t'en prie. En tout cas, ta vidéo, je l'ai bien aimée et elle est incomparable par rapport à l'autre, parce que toi tu abordes des sujets qui sont très intéressants, que en effet ils sont vraiment orientés sur le matériel, et que le matériel, pour conclure qu'une machine qui a 15 ans avec un i3, aujourd'hui elle tient pas le choc. Oui. Il faut le constater, oui. Mais on sait en faire quelque chose, j'en ai fait quelque chose de vraiment terrible, vraiment, en tout cas. Donc merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé, et merci en tout cas pour ton retour. Ça fait plaisir. Allez, on va passer tout de suite à l'actualité. On va aborder au moins 2 sujets d'actualité, si j'ai bien fait mes comptes. Et c'est avec le Tux masqué. Librement Linux. À vous, cognac. L'actualité. Et tu vas nous parler de moteur de recherche. Oui. Donc la première actualité, ça va concerner un petit moteur de recherche français qui s'appelle Qwant. Je ne sais pas si vous le connaissez, il n'est pas très connu. Il casse pas des briques et voilà. Et puis comme c'est la grande mode aujourd'hui, Qwant qui veut doubler Google, Bing et co. Ils ont décidé de rajouter de l'IA. Non. Si, ça y est. Alors en plus de ça, à part rajouter de l'IA, ils ont viré. Moi, il y avait un truc que j'aimais bien, c'était le Qwant Map.
comme alternative à Google Maps, tout ça, mais en fait, QuantMap, ça n'existe plus. En fait, tu n'as plus d'accès à QuantMap, par contre. Tu savais c'était un produit maison, QuantMap ou c'était... Non, c'était un OpenStreetMap relifté. Ah, mais c'était génial ça, pourquoi ils n'ont pas continué ça? Ouais, alors, si, quoi, en fait, ils proposent plus l'accès à QuantMap direct, mais ils proposent un accès à QuantMap à partir du moment où tu cherches une adresse dans le moteur de recherche, ils vont te renvoyer vers QuantMap. D'accord. Mais tu n'as plus, comme avant, où tu pouvais t'amuser à naviguer sur la carte de France ou du monde. Et voilà, bon, je trouve ça un peu décevant. Mais pour revenir à l'IA, en fait, ils ajoutent donc de l'IA. Alors, pour profiter de cette IA, il faut créer un compte Quant. Mais par contre, derrière, pas du tout d'originalité, puisque devinez un peu ce qui se cache derrière cette IA. Attends. Pardon, GPT. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, en fait, oui, en effet, vous avez bien trouvé, vous avez bien senti le truc, c'est ChatGPT. Pour un moteur de recherche qui se veut devenir souverain en proposant des solutions propres à eux et tout ça, aujourd'hui, pour faire un peu comme tout le monde, ils vont chercher ce que fait la concurrence. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Bon, après, ils promettent que quand ils seront prêts, un jour, ils utiliseront plus l'API de Bing pour envoyer les résultats de recherche, ils utiliseront plus ChatGPT, mais leur propre IA, etc. Bon, pour l'instant, ça fait peut-être 10 ans que ça existe, Quant, un peu plus maintenant même. On est toujours au même point. Ouais, c'est ça. Il y a pas franchement de nouveautés. Ils font que du copier-coller par rapport à ce que peuvent proposer les concurrents. Et en effet, ils sortent pas du lot. C'est bien dommage. C'est énormément dommage. Après, des fois, il y a des technologies où on peut pas y échapper. Et c'est vrai qu'actuellement, l'IA, on peut vraiment pas y échapper. Malgré que ça apporte absolument rien. Je répète, ce n'est qu'un outil et faites attention. On en a fait par exemple l'expérience vendredi où on pouvait facilement l'influencer et lui faire raconter n'importe quoi. C'est vrai, voilà. Tout à fait. Voilà. On lui a demandé ce que c'était librement Linux, donc il nous a sorti notre beau descriptif qu'on avait mis dans le descriptif du podcast, donc ça c'est très bien. Et quand on lui dit aussi qu'on traitait un peu de politique, en effet, il nous a affirmé qu'on traitait un peu de politique à tendance extrême droite. Tout va bien. C'est parfait. Donc voilà, ce n'est qu'un outil. L'IA, en effet, est impressionnant au niveau génération des phrases, au niveau compilation des informations qu'il peut trouver à droite et à gauche. Mais après, ça s'arrête là. Voilà, ça va pas plus loin. Ouais, c'est bien dommage. Bon, eh bien écoute, tu nous feras une prochaine sortie sur les nouveautés de Quant quand ça viendra. Ouais, juste comme ça, pour sonder un peu les auditeurs. Vous savez qui est derrière Quant maintenant ? Oui, moi je sais. En 3 lettres. Ouais, en 3 lettres. On vous héberge. Free ? Mais non, ça fait pas trop lettres. Ça fait pas trop lettres. Tu prends la première lettre de tu prends la première lettre de vous et tu prends la première lettre de héberge. Attention, il y a un piège parce qu'il y a une lettre muette. Vous, héberge. Dites les gars, je suis pas en France, donc j'ai un mais non, mais tu le connais aussi. Obligé, tu le connais. Il a pris feu. Ouais, et puis à la base, il était pas loin de chez toi. Oui. Ah putain les gars, je suis sûr et certain que vous allez me dire ouais c'est ça et j'ai fait ah ouais quel con. Bah allez-y dites-moi. OVH. Ah ouais quel con, bah évidemment. Oui, c'est OVH, c'est Klaba qui a racheté, c'est le frère ou Stanislas ou le père, je sais plus, qui a racheté à la Caisse des dépôts. Oui, c'est ça. Parce qu'au départ c'était une start-up, après ça partait en couille, donc la Caisse des dépôts a racheté tout, et puis après là c'est OVH qui a racheté le bébé, le bébé qui c'est plus un bébé maintenant au bout de 10 ans. Ça a quand même bien grossi. Ce serait intéressant de savoir aujourd'hui où ils en sont justement au niveau développement, parce qu'aujourd'hui ils s'appuient encore énormément et on l'a vu récemment avec l'actualité sur, MSN, chez Bing, quand Bing s'est mis en carafe, Quant s'est également mis en cave, donc on se doute qu'il s'appuie encore sur les résultats de recherche de mais c'est complètement assumé. Oui, je dis pas que c'est un secret d'État. Mais ce serait bien. Ils annoncent depuis très longtemps qu'ils vont s'en passer. C'est ça le problème. Donc ce serait intéressant aujourd'hui, en juin 2020,
2024, d'avoir un responsable justement qui nous dise où ils en sont. Est-ce qu'ils ont eu des loupés? Est-ce qu'ils ont pris du retard? Au contraire, de l'avance, etc. Ce serait intéressant. Ou est-ce qu'ils veulent plus tenir ce cap-là? Voilà, ce serait intéressant d'avoir un retour de cet acabit. Parce que voilà, il faut quand même qu'on soit fier de nos pépites. Malheureusement, Quant n'en est pas encore une pépite géniale qui va révolutionner le monde. Mais voilà, ce serait bien qu'à un moment on arrive à percer. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Déjà qu'on a perdu la première place avec l'homme le plus riche de France. Du monde. C'est plus Arnaud? Eh non, c'est plus Arnaud, vu que la bourse casse la gueule. Maintenant, Arnaud a un point commun avec nous. On n'est pas les hommes les plus riches du monde. Ah ouais. Et c'est qui alors? Je sais plus, mais voilà, ça a tourné en boucle cette semaine sur les radios. LVMH. C'est triste. Ouais, tout. Je vais pleurer pour lui. Hein. Putain, ouais, franchement, il est plus aussi riche qu'avant. Putain, le pauvre. On n'a plus de repères, hein, c'est dingue. Ouais, truc de dingue. C'est dingue. Putain. Allez. Ouais. Avant de passer à la deuxième info, il y a une flash news dont je voulais vous traiter parce que ça parle également d'intelligence artificielle. C'était au CES en janvier 2024. Au CES, un appareil a fait fureur. Ça s'appelait le Rabbit R1. Donc c'était un appareil qui intégrait de l'IA. Donc c'était une espèce de IA portable. Ça avait fait beaucoup de bruit parce que l'appareil c'est une espèce de carré avec un écran et une caméra et c'est tout. Et on pouvait lui parler. Il y avait rien d'autre. Hein. Il n'y avait aucune interface, voilà, il n'y avait rien. Donc en fait, c'était un agent conversationnel portable dans la poche. Donc c'était un prototype. La promesse était de le rendre, donc de l'industrialiser et de le vendre à $199. Le produit a fini par sortir, le produit a fini par être distribué et le produit a fini par être décortiqué. Et ce qui devait arriver arriva. Le boîtier n'était pas si révolutionnaire que ça, car il s'agissait simplement d'un Android modifié qui se connectait à ChatGPT. Merci, bonne journée. Ouais. Voilà, c'est triste hein, la vie. C'est beau, l'IA. C'est terrible parce que tu m'as montré effectivement une vidéo à propos de Matt Podcast qui, en fin de compte, avait plagié. Et en réalité, donc il y a des gens qui réussissent quand même à se faire quand même de la thune en plagiant ou en tout cas en recopiant, en allant rechercher et assumer derrière tout ça et se faire du blé, quoi. Et assumer. Eh ben. C'est la vie quotidienne des entreprises. À se recopier, à recopier les bonnes idées, à les mettre plus en avant, plus en valeur. Quand on parle d'Apple, on les critique aussi là-dessus. Ah ouais, mais eux, ils le font de manière beau. Très bien. D'accord. C'est parfait. Allez, news suivante. Et cette fois-ci, on va parler de Linux et d'antivirus. Oui, en fait, Kaspersky, alors c'est pas un antivirus. Hein. Kaspersky lance un scanner de malware pour Linux. Donc Kaspersky, qui est une société très connue pour son éditeur, pour son logiciel d'antivirus sous Windows, qui est d'origine russe, bien qu'aujourd'hui il ne soit plus, le siège social ne soit plus hébergé en Russie, je ne sais plus où il est, peut-être en Iran, non? J'ai un trou de mémoire. Je l'ai vu vendredi, mais j'ai pas retenu. Il est plus. Attention, Kaspersky n'est pas la société. Kaspersky est une solution d'anti-malware et d'antivirus. Et la société, par contre, c'est Kaspersky Labs. Soyons complets. Oui, pardon. Kaspersky Labs, oui, c'est. On se fait remarquer par notre exactitude et nos informations vérifiées, voilà. Nos informations vérifiées, checkées, double checkées et triple checkées. Bah oui, c'est normal, on est 3. Donc on peut les triple checker. La tripartite, allez. Voilà. Donc il sort un anti-malware, un scanner de malware sous Linux. Tout ça, en fait, ils ont eu l'idée de faire ça après la découverte de la backdoor dans les utilitaires XZ. Vous savez, on en a parlé. La librairie de décompression. Oui.
Donc voilà, un antivirus sous Linux. Alors je crois que Steve se dit un antivirus sous Linux, mais à quoi ça sert? Surtout qu'on avait fait un Quoi dossier. mais un antivirus sous Linux, mais à quoi ça sert? Écoute, Steve, on a fait un dossier déjà là-dessus, donc tu fais un replay sur le D'accord. dossier. D'accord, ok. Alors je précise, ce n'est pas un antivirus, c'est un anti-malware. Ça va scanner des dossiers qu'on aura dit avec un... C'est comme en fait Spam Assassin, c'est pas Spam Assassin, c'est... l'antivirus open source, Clamave, voilà, Clamave qui va scanner des dossiers et tout ça, mais c'est pas du temps réel, c'est uniquement à la demande. Et voilà. Donc bon, il faudra voir s'il y en a qui veulent jouer avec. Je crois qu'il est déjà disponible. Ça se lance à travers une interface graphique ou en ligne de commande. Et voilà. Très bien. Donc le produit s'appellera KVRT. Voilà. Donc si vous voyez ce mot KVRT, faites un bond en arrière. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très malin de la part de Kaspersky Labs. Quand le chien, on veut l'abattre, on dit qu'il a la rage. Et bien là, c'est pareil. Ah, vous voyez, Linux a également des failles de sécurité, donc il vous faut un anti-malware. Déjà, le problème vient pas du PC ou du serveur en lui-même, mais vient de la source. Donc, en effet, l'anti-malware aurait été pas mal d'être... la source aurait dû être passée à l'antivirus et à l'anti-malware. Bon, après, il y a d'autres problématiques. C'est que le problème n'est pas qu'il y a un malware dans le code, c'est simplement que c'est dans la gérance des dépôts et de la communauté où il y a eu un souci sur ce dépôt. Donc c'est très malin de Kaspersky et ne vous faites pas avoir, ne dites pas qu'il y a des problèmes sous Linux. Le problème généralement il se situe entre la chaise et le clavier et on l'a vu avec XZUtil, c'était bien entre la chaise et le clavier et pas dans le PC le problème. Donc voilà, on va pas tout mélanger. Merci Kaspersky d'avoir fait cette news, mais non merci. Next, comme dirait l'autre. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, Entièrement d'accord. Bon, voilà. c'est bien. J'ai l'impression de faire un meeting politique. Ah bah tiens, c'est d'actualité, 9 juin, élection européenne. D'ailleurs, exceptionnel ce soir. Oui, justement, on va faire une soirée électorale ce soir. On a oublié de vous prévenir. Oui, une spéciale électorale, tout à fait. Oui, avec le Parti Pirate. D'ailleurs, j'ai pas vu de bulletin Parti Pirate, c'est bien dommage. On va se faire allumer dans les commentaires, les gars, je le sens là. D'ailleurs, Steve, si on l'a... parce qu'on trouve qu'on fait pas assez de politique, je crois, C'est ça. certains C'est auditeurs. ça. Donc, on a décidé de parler de politique ce soir et de commenter C'est ça. comment est fait les décomptes avec des logiciels open source ou pas. Ou pas. Ah oui, très intéressant, un grand débat en effet. Madame Saint-Cric sera avec nous pour en discuter. Non, mais si Steve est là avec nous, heureusement qu'on l'a, parce qu'il avait prévu de partir de nouveau en vacances, mais vu qu'en Belgique, ils sont obligés d'aller voter, faire la votation, et ben ça l'a retenu, et voilà, on a pu en profiter pour l'avoir ce soir avec nous. Truc de fou, quoi. Démocratie, obligé d'aller voter en Belgique. Waouh. Enfin, quelle chance. Allez, on va passer... On va passer aux sélections de la semaine, aux sorties de la semaine. Libre dans Linux, les sorties de la semaine. Et tu vas nous faire quelques sorties, et notamment, bah tiens, je l'utilisais encore ce matin. Montage vidéo, tu me dis KDE Live, Yes. qui est sorti en version 24.05 pour 2024, mois de mai. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une version qui était sortie en février, qui introduisait, qui faisait un gros changement de moteur en passant à Qt6 et en avec le framework KDE 6. La version était sortie et donc avec ces gros changements, les développeurs annonçaient qu'il y aurait certainement plein de petits bugs et tout ça. Cette nouvelle version, elle corrige tous ces petits bugs. Alors tous non, elle en corrige beaucoup, elle améliore l'interface. Et puis elle a introduit une fonctionnalité qui peut être intéressante pour certains si vous faites des sous-titres. Et fait la traduction automatique des sous-titres dans la langue que vous choisissez. Wow. Et tout ça, ça se fait offline. Vous téléchargez les modèles de sous-titres, les modèles de reconnaissance, etc. Ah putain, mais je vais le faire là. Ah ouais, c'est génial. Et il n'y a pas besoin de travailler dans le cloud, d'avoir une connexion Internet. Il faut juste avoir une grosse connexion Internet parce que le paquet Pour les modèles, de base. librairie de modèles, il est assez gros. Et après, vous travaillez offline sans problème. Super. Alors, sinon, oui.
plein de petites autres nouveautés, je vais pas m'étendre dessus. Ouais. Je En sachant laisserai que découvrir ça. j'ai fait du montage ce matin sur cette version-là, donc sur Fedora, avec une machine avec 32 Go de RAM. Pas de souci, et un processeur avec 16 CPU, aucun souci, au contraire, c'est très fluide. Bon, je monte sur 3 pistes vidéo, 3 pistes audio, donc c'est pas non plus un banc de montage extraordinaire, mais non, très agréable, toujours très agréable de travailler avec cet outil. En tout cas, moi, c'est mon logiciel de montage favori. Voilà. Allez. Tu vas nous parler maintenant de distribution. Oui, en effet, je ne sais pas si vous connaissez une petite distribution qui s'appelle Kali Linux. De nom. De nom, voilà. Je ne vais pas vous parler des nouveautés de Kali Linux qui est sorti en 2024.2, mais je vais juste rappeler un peu ce que c'est que Kali Linux. Donc Kali Linux, c'est une distribution qui est basée sur Debian et qui a vocation à être utilisée surtout pour tester la sécurité des systèmes d'information, puisqu'elle est fournie de base un certain nombre d'utilitaires pour faire des tests d'intrusion, etc., etc. Elle est maintenue par l'Offensive Security, qui est une société américaine, quoi, un groupe américain, une société américaine qui est spécialisée dans la sécurité informatique. Voilà, donc je ne sais pas si vous vous souvenez d'une série qui s'appelait Mr. Robot. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Bah voilà, dans Mr. Robot, c'était Kali Linux qui l'utilisait. Ah, Mais génial. On est bien d'accord que Kali Linux, là ici, tu viens nous donner en tout cas le côté de sa véritable utilité, c'est-à-dire sa vraie raison d'être, c'était vérifier la sécurité. On est bien d'accord qu'il y a des gens qui l'utilisent pas du tout dans des intentions tout à fait louables. Bah après, pour vérifier la sécurité, forcément, on a des outils de hack. Après, ce que fait chacun avec, c'est de leur responsabilité. Hein. C'est On comme est le d'accord. torrent. Hein. Le torrent, de base, c'est pour échanger des fichiers. Donc après, ce que t'en fais... Le chiffrement, pareil. Je te rappelle qu'en France, le chiffrement était encore interdit dans les années 90. Ouais, mais ça risque de revenir, hein, parce qu'il y a un projet de loi belge, d'ailleurs, hein, qui veut légiférer ça au niveau européen pour interdire le chiffrement de bout en bout. Putain, ils ont vraiment de ces idées, ces Belges, nom de Dieu, et qu'est-ce qu'ils leur reprennent, quoi. Bon. Eh ben, le produit suivant dont tu vas nous parler, je m'en sers également, dis donc. Ça tombe bien, quand je veux enlever des pistes de sous-titres ou des pistes de langue dans un fichier MKV, j'utilise la solution MKV Toolmix. Voilà, donc MKV Toolmix qui est sorti cette semaine en version 85. En nouveauté, il n'y en a pas tant que ça. En fait, c'est surtout des corrections de bugs qui viennent avec cette version-là. Mais c'était pour vous parler un petit peu de ce fabuleux logiciel qui est la boîte à outils, comme le nom l'indique, pour manipuler les MKV. MKV qui est un conteneur, hein, c'est pas un fichier vidéo. C'est ça. C'est un conteneur qui normalement doit contenir de la vidéo. De la vidéo, de l'audio, des sous-titres, des images, il peut contenir plein de choses. Et donc MKV Toolmix, il permet de manipuler un peu tout ça. Ouais. Autre fonctionnalité de MKV Toolmix qui est assez formidable, c'est qu'il permet d'éditer les métadonnées d'un fichier MKV sans avoir à réencoder complètement le MKV ou à recapituler. On a un éditeur de balises méta, comme on appelle ça, qui va juste modifier le bit qui a à modifier sans toucher le reste. C'est ça. Donc voilà, si vous faites de la vidéo, si vous exportez en MKV, vous pouvez après remanipuler vos MKV avec MKV Toolmix. Hein. Et si vous avez un fichier MP4, vous pouvez le mettre dans un MKV également, ça marche bien. Voilà, ouais, parce qu'en fait, comme ça, tu te crées, plutôt que d'avoir un fichier MP4 qui est juste, pour le coup, un format d'encodage à la base, là, tu te crées un conteneur et tu peux facilement rajouter des sous-titres et tout ça, et puis, a priori, tous les lecteurs aujourd'hui, ils savent les lire sans problème. Et même Kodi sur Raspberry Pi. RSS Guard, pardon. Ouais, RSS Guard. Alors moi, je sais pas vous, si vous suivez les actualités de votre site favori, comment vous faites ? J'utilise la solution qui est dans Nextcloud. Donc en fait, tu agrèges tes flux Oui, c'est ça. dans la solution. Voilà. En fait, RSS Guard,
qui sort cette semaine en version 4, cette semaine, la semaine dernière, 4.7.2, mais avant, juste 2 jours avant, il y avait la 4.7.1, et encore 2 jours avant, il y avait la 4.7, il y a eu 3 versions d'affilée, parce qu'il y a eu quelques petites corrections de bugs. En fait, c'est un agrégateur de flux sur votre ordinateur multiplateforme. Vous pouvez même, je crois, le mettre sur un serveur. Windows, macOS, Linux, OS2 et BSD. Derrière, ça permet d'agréger les flux RSS. Voilà, d'agréger les flux RSS par exemple, Mancast. Par exemple. Ou de Numetopia. Est-ce qu'on peut suivre le flux RSS de la chaîne de Steve Oui. Les chaînes YouTube ont un flux RSS. D'ailleurs, ce qu'utilise FreeTube, etc., ils utilisent le flux RSS fourni par Google. Tout à fait. Et d'ailleurs, RSS Guard qui a dit « Oh mon Dieu, Google m'a tué ». Parce que Google veut absolument tuer ce protocole. En tout cas, c'est un petit logiciel que je recommande et ça vous évite de suivre vos auteurs favoris sur Twitter, Facebook ou je sais pas trop quoi. Les conneries là qui nous font perdre du temps, ouais. Voilà, là vous les avez directement sur votre truc, vous avez un petit aperçu. Après, ça dépend de comment ils sont paramétrés leur flux RSS, mais soit vous avez un aperçu du sujet, soit vous avez le sujet en entier. Et puis, RSS Guard, il permet de les classer, de les filtrer, etc., etc. Très bonne info. Et enfin, mon gestionnaire préféré de PDF, de e-book, Calibre. Ouais, en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, je vous en parle parce que c'est aussi mon préféré. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres qui arrivent à peine à la cheville de celui-là. Calibre, qui est toujours dans sa branche 7, qui vient de sortir en version 7.12. Pareil que RSS Guard, il y a eu 2 versions qui sont enchaînées à quelques jours d'écart pour corriger quelques petits bugs. Mais sinon, Calibre, c'est un gestionnaire de librairie numérique, d'e-book, mais ça permet aussi de visualiser des e-books, ça permet de modifier ou de créer des e-books, c'est un outil absolument génial. Et d'ailleurs, il fait agrégateur RSS et il te génère un e-book derrière. C'est ça, aussi. Il est génial, cet outil. C'est assez marrant, ouais. C'est assez marrant. Tu connaissais Steve ? Oui, depuis le temps qu'on en parle, oui. non, mais tu l'as utilisé ou pas du tout ? De toute façon, les e-books, c'est pas quelque chose... Ah, tu sais pas lire. Non, mais je sais pas lire. Non, mais quand je dis ça, je sais pas lire. Putain, les gens, ils vont croire vraiment que... c'est vraiment la dèche en Belgique. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. On est plein de tard en Belgique. Mais alors là, en fait, j'ai absolument aucune patience à la lecture. Et pourtant, Dieu sait comment j'en ai bouffé des bouquins quand j'étais gamin. Mais voilà, je crois qu'en fait, quand on devient vieux, on a du mal à voir les lettres danser sur une phrase, sur un papier. Ouais. Donc, et je me posais la question à savoir si Calibre, on pouvait pas faire de la gestion des documents numériques, que maintenant tout est dématérialisé, et comment on classe aujourd'hui ces PDF et tout ça, c'est galère. Et je me demandais, tu sais, vu qu'il y a tu peux classer par auteur, par thème, etc. Donc est-ce qu'un biais de Calibre serait pas également de permettre de gérer ces documents, ces factures PDF, tu vois ? C'est une question que je me posais. Ouais, ça serait bien. Ça s'arrangerait pas mal de phares, de classeurs et de papier en surplus. Ouais, c'est bien. C'est ça. Bonne idée. Ouais, je sais, merci. Calibre, si tu nous entends, hein, c'est ce qui te reste à faire à gamin. Hein, voilà. D'ailleurs, si un des concepteurs ou un des programmeurs de Calibre ou de l'instance dirigeante principale de Calibre nous écoute, viendez, on échange volontiers. Et vous, auditeurs, si vous nous entendez, si vous écoutez ces sélections de sorties de la semaine et que vous trouvez qu'on parle pas assez d'un logiciel, etc., ou faire le zoom sur un logiciel parce qu'il y a une sortie un peu spéciale, n'hésitez pas à nous le dire dans le salon Matrix. On est ouvert à toute proposition. Toutes les propositions ne sont pas bonnes à traiter, mais elles sont bonnes à lire. Voilà. Bref. C'est vrai. On va passer maintenant au dossier de la semaine. Librement Linux, le dossier. Et on va parler de la solution Ventoy. D'ailleurs, on dit... Alors, Ventoy,
mais on dit Ventoy to Disk en fait. Le logiciel s'appelle Ventoy to Disk. Ah ouais? Ah oui. Il y a une petite différence entre Ventoy et Ventoy to Disk. La clé c'est Ventoy, le logiciel qui permet de mettre Ventoy sur la clé USB, c'est Ventoy to Disk, tu vois. Ah oui, je lis. Voilà, petite différence. C'est tout à l'heure, je faisais une vidéo, je préparais le dossier, en même temps je faisais une vidéo pour une chaîne YouTube, et justement en regardant le titre du programme, je me suis dit, tiens, c'est pas Ventoy en fait. Voilà, d'où cette réflexion. L'art du détail. Tiens Steve ou le Tux, est-ce que vous pouvez me faire une définition de Ventoy? Le piège. Très sincèrement, c'est comme moi je l'appelle dans mes vidéos. J'utilise cette méthode parce que c'est une méthode de gros fainéant. C'est ma préférée d'ailleurs, c'est bien simple. Je kiffe. Donc voilà, en gros, c'est une espèce d'application que vous allez en fait activer sur votre clé USB qui va partitionner automatiquement cette clé USB, une partie pour le boot de l'application à partir de votre PC, et l'autre partie, c'est la partie sur laquelle vous allez pouvoir déposer tous vos ISO pour pouvoir démarrer. ISO, fichiers, c'est des fichiers généralement de programmes d'installation, de distribution, comme voilà, Windows, Linux, Exactement. Et donc en fait, voilà, ça nous évite de perdre un temps fou comme, perdre, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais Rufus ou Balinator qui en fin de compte vous flash la clé USB pour pouvoir après pour avoir une seule distribution. Exactement. Et l'autre avantage, c'est que, ok, tu déposes tes fichiers ISO, mais à côté, tu peux également avoir un dossier perso et mettre des documents qui n'ont rien à voir avec la choucroute aussi. Voilà. Exactement. Donc en plus de faire espace de stockage standard, tu poses tes fichiers tes fichiers d'installation. Oui. En effet, c'est bien résumé. Donc ces clés USB doivent être préparées parce qu'elles doivent être bootables, en effet, reconnues par le BIOS en Legacy ou BIOS en UEFI, et il est compatible avec les deux. On peut également choisir si on fait une partition GPT ou MBR. Alors GPT, c'est pas le chat, hein, c'est c'est le type de partition. Ça y est, on va arrêter de tout mélanger. Hein. Et les partitions MBR, voilà, on peut faire du boot secure. Voilà, on peut faire plein de choses super intéressantes. Et donc, une fois qu'on a préparé la clé USB, en effet, on se retrouve avec deux partitions. Une partition qui n'est pas visible et qui est toute petite, et notamment pour l'UEFI, et l'autre partition qui est pour pouvoir stocker les fichiers ISO. Tu l'utilises souvent, Steve ? Tout le temps. Ouais, c'est vraiment ma préférée pour tester directement les releases des nouvelles distributions, etc. C'est vraiment, voilà, c'est même, ouais, ça me fait gagner un temps de balade, donc oui, c'est tout le temps. Ouais. D'accord. Et toi, le Tux, ça t'arrive de l'utiliser également ? Presque comme Steve, tout le temps. Aujourd'hui, je fais plus de Rufus ou de USB, ISO to USB. J'utilise ça parce que c'est pratique. Ouais, je dépose sur ma clé, je dépose mes ISO et puis comme ça je peux les installer sur mes machines de test sans me prendre la tête à utiliser un logiciel pour en créer une clé USB bootable. D'accord. Et avant, vous faisiez comment ? Donc, vous prenez le fichier ISO et vous utilisiez un programme qui déployait l'ISO sur la clé USB. C'est ça ? Vous n'aviez pas eu d'intermédiaire, vous n'aviez pas eu de solution temporaire avant d'avoir Ventoy ? Enfin, on avait. Après, avant, moi, j'utilisais alors quand sous Windows, c'est Rufus, ou sous Linux, il y en a plein de solutions. Vous trouverez sur mon site web d'ailleurs plein de tutoriels pour faire des clés USB bootables depuis Debian, Linux Mint, Ubuntu, Fedora, etc. Moi, j'avais utilisé une solution intermédiaire qui était des disques durs, je me souviens plus du terme, mais c'était des disques durs externes, et il y avait un micro-logiciel dans le BIOS du disque dur, dans le firmware du disque dur, et on pouvait le mettre soit en mode disque dur standard, et là, ça se comportait comme un disque dur externe, soit il se mettait en mode bootable, et là, on choisissait un fichier ISO qu'on avait prédéfini à la base, qu'on avait déposé dans un dossier spécifique, donc on avait plusieurs fichiers ISO, et on sélectionnait le fichier ISO, et là, il montait automatiquement le fichier ISO comme disque dur principal, ce qui faisait que l'ordinateur, lui, ne voyait que ce fichier ISO, et il se comportait comme une clé USB en lecture seule. Donc en fait, moi j'ai vécu cet intermédiaire avec un disque dur externe où tu choisissais un fichier ISO.
C'était pas mal, c'est pas mal parce que là tu t'affranchis en fait de certaines compatibilités. En fait c'est le matériel qui monte le fichier ISO et l'ordinateur lui il détecte un disque dur externe. Ventoy c'est un peu différent parce qu'il joue sur des instructions etc. et des fois ça se passe mal. D'ailleurs dans une de mes expériences là récentes, j'ai voulu installer pas Home Assistant, excusez-moi, le système de virtualisation sous Linux dont le nom est en train de m'échapper et je viens de faire 36 000 vidéos dessus. Proxmox. Proxmox, merci. Proxmox a eu, dans la dernière version de Proxmox, il y a eu un bug qui a été corrigé avec la dernière version de Ventoy. Les versions précédentes de Ventoy n'arrivaient pas à lancer Proxmox 8.2 parce qu'il y avait une incompatibilité. Et en fait, Proxmox essayait de détecter alors une image ISO et ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a eu une correction de fait. Bref, pour dire que Ventoy c'est quand même magique, en effet, ça permet, c'est un truc qui permet de passer de partout. Hein, on se dit pas tiens ça c'est la clé qui contient quoi, Linux Mint, d'accord. Alors non, moi je cherche la clé Debian, elle est où la clé? Non, vous pouvez tout avoir sur la même clé, c'est magnifique. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez besoin de copier un document, il n'y a pas besoin de chercher d'une autre clé USB. La clé USB, vous pouvez également stocker les fichiers dedans. Steve, je crois que toi tu l'utilises, Ventoy, tout disque, tu l'utilises sous Windows. Oui, donc j'avais justement proposé un tuto pour utiliser exclusivement effectivement Ventoy sous Windows, jusqu'à ce qu'effectivement on prépare ce podcast et que je découvre qu'en vérité Ventoy était parfaitement utilisable aussi sous une distribution Linux. Et ça c'est magique. Ouais, alors je vous ai lâchement enregistré lors de notre préparation, ce qui m'a permis également de faire une vidéo là-dessus. Et en effet, tu t'étonnais que ça marchait même mieux sous Linux que sous Windows. C'est vrai, et toi, le Tux, c'est exclusivement sous Linux ou également sous les deux, Windows, Linux? Sous Linux exclusivement. Exclusivement, d'accord. Ok. Donc, vous connaissez, tu m'avais dit, Steve, l'interface graphique, celle que je t'ai montrée au tout début, ressemblait à celle de Windows. Hein, il n'y avait pas de différence. Ouais, ok. Donc, en effet, Ventoy vous demande de sélectionner votre clé USB, enfin votre espace de stockage. Vous sélectionnez bien l'espace de stockage. Hein, vous ne sélectionnez pas votre disque dur. Quoique, aujourd'hui, Ventoy est capable de détecter votre disque système et de le masquer. Mais si vous cochez dans les options afficher toutes les partitions, vous reverrez votre disque dur système. Donc sélectionnez bien votre clé que vous voulez formater ou vous voulez installer Ventoy, parce que du moment où vous installez Ventoy, ça va tout vous péter. Ça va repartitionner comme je vous l'ai expliqué plus tôt, et ça va inscrire les fichiers nécessaires. Et donc ça va inscrire, les fichiers Ventoy nécessaires. Là où je voulais en venir, il y a une autre option que je t'ai montré, Steve, qui était le bouton Update. Si vous aviez déjà fait une clé Ventoy que vous voulez la mettre à jour, ça ne sert à rien de la détruire. Il suffit de la repasser dans Ventoy avec la nouvelle version de Ventoy. Et là, il y a un petit bouton magique qui s'appelle Update et qui met à jour simplement les fichiers nécessaires. C'est magique. Hein. Terrible. Ouais. Par contre, là, il y a le petit bonus. Ventoy, on peut faire beaucoup plus de choses avec. Et notamment, faire, vous savez, le menu au démarrage qui vous sélectionne, où vous choisissez plusieurs distributions, enfin, vous choisissez votre distribution, votre fichier ISO. En fait, vous pouvez le customiser. D'une part, vous pouvez indiquer à Ventoy quel fichier ISO par défaut va être sélectionné. Ce n'est pas obligatoirement le premier, ça peut être le troisième, le quatrième, etc. Donc déjà ça, vous pouvez lui spécifier dans un fichier de configuration. Vous pouvez changer l'image de fond, vous pouvez changer les icônes qui correspondent au fichier ISO. Et vous pouvez également, et ça je viens de l'apprendre ce matin quand j'ai fait la vidéo, vous pouvez également indiquer un fichier de persistance. Parce que généralement, quand on a un fichier ISO, on ne peut pas écrire les modifications qu'on fait sur le bureau. Et Ventoy, maintenant, vous propose cette possibilité où les modifications seront écrites dans un fichier connexe associé à l'image ISO. Et au prochain démarrage, il vous proposera soit de relire les modifications que vous avez apportées, ou soit repartir sur le fichier ISO sans les modifications. C'est le fichier de persistance. Vous pouvez en avoir 1, 2, 3, avoir des modèles de persistance différents. C'est pas magnifique, ça? C'est génial, parce qu'avant, faire des clés USB persistantes, c'était quand même la galère. C'est ça. Et moi, je les faisais, parce que sous Linux, j'ai jamais trop réussi à le faire. Malgré les tutoriels qu'on pouvait trouver sur Internet,
j'étais pas convaincu. Donc j'étais obligé de passer sous Windows pour les faire avec Rufus, et encore, on avait des surprises. D'accord. Ben là, voilà, le modèle a été totalement repensé. Maintenant, c'est des fichiers qui sont associés. Il y a d'ailleurs des fichiers prédéterminés suivant la distribution que vous avez. Alors, c'est pas compatible avec toutes les distributions, mais il y a une liste déjà de distributions où ça a été testé et c'est compatible. Et le site de Ventoy vous propose de télécharger le fichier de persistance associé à votre distribution. Voilà, tout est expliqué sur le site de Ventoy. C'est une belle avancée. Ouais, vraiment. C'est une belle avancée. Très bien. Et bien voilà, pour le dossier Ventoy to Disk. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai parlé pratiquement tout le temps. Non, j'ai intervenu une fois de temps en temps aussi. Donc ton temps va être aussi. décompté. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Enfin, faire un décompte, ouais. Non, tu nous interrogeais, tu nous faisais des interrogations écrites. J'avais l'impression d'être revenu à l'école. C'est bien. Et j'ai une dernière question. Vous avez eu des déboires avec Ventoy ? Moi, j'ai raconté mon histoire avec Proxmox. Vous avez eu des déboires ? Pas pour l'instant. Non ? Et toi, Steve ? Non, aussi loin que je me souvienne, non, pas du tout. Au contraire, c'est ça qui m'étonne, et tu l'as bien souligné, c'est que c'est vrai que j'avais une crainte quant à justement Ventoy. Est-ce qu'on peut le démarrer sous une version BIOS Legacy, ou si on peut effectivement, ou est-ce que c'est exclusivement UEFI? Et justement, je n'ai jamais eu cette inquiétude. J'ai eu cette réponse il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai eu une vieille machine qui n'avait exclusivement que du BIOS Legacy, et Ventoy a démarré sans aucun problème. Donc non, sous ça, vraiment bien. Voilà. Ok. Eh bien, très bien. On va passer à la conclusion. Hello tout le monde. Alors j'ai une petite... Non, pas du tout. J'ai vu courrier, j'ai cliqué dessus. Non, j'ai vu poditeur, j'ai dit allez, je clique dessus. Non, c'est plutôt celui-là. Libre de luxe. La bulle audio des auditeurs. Alors c'est pas tout à fait. Il faudrait que j'arrive à faire ce jingle de fin où on parle des poditeurs, etc. On voulait revenir sur un point qui nous a été évoqué 2 à 3 reprises. C'était plutôt la forme et puis le fond un petit peu aussi sur nos différents épisodes. Et notamment un là qu'on a retenu où on nous a traité de gamins de 14 ans. Et j'avoue, celui qui nous a fait ce retour n'a pas tort. Parce qu'on a tous 14 ans en fait. C'est vrai. Dans notre tête. Non, ce qui est important de savoir, c'est que Librement Linux c'est fait par 3 passionnés d'informatique, hein, vous l'aurez compris, le Tux, Steve et moi-même, qui a un certain bagage, sur le monde du libre, un certain recul, une certaine expérience, une certaine réserve, une certaine analyse. Et c'est vrai qu'on fait ça pendant notre temps libre. On n'est ni journaliste, ni rédacteur de blog toute la journée pour faire ça, on le fait sur notre temps libre, le soir, le week-end ou quand on a un petit moment. Donc, quand on enregistre cet épisode, et je vous le dis systématiquement quand est-ce qu'on l'enregistre, c'est généralement le soir, après 20h, et généralement c'est le dimanche. Et je vous apprendrai rien, le dimanche, on est un petit peu fatigué. On est un petit peu fatigué. Et c'est vrai que, ouais, le sérieux de temps en temps peut nous manquer, mais j'ai envie de dire, on est là aussi pour s'éclater, pour s'amuser. Certes, il faut rester sérieux. On traite des actualités qui sont sérieuses ou qui sont importantes, mais sans non plus à employer un ton solennel. Hein. On n'est pas en train de déclarer la guerre, ou on n'est pas en train de vous annoncer la fin du monde, quoique on pourrait. Donc voilà, il y a des moments, en effet, on se lâche un peu. Moi, je rigole assez facilement, Steve aussi, et le Tux aussi. Donc c'est vrai que de temps en temps, on entend rire comme des baleines. En effet, la forme, des fois, est un petit peu... ouais, il y a du relâchement. Ouais, légère. Donc, on va pas s'excuser, mais en effet, c'est bien de le faire remarquer, mais on ne changera pas forcément cette forme-là, surtout que d'autres apprécient ce ton un petit peu léger, quoique tout aussi sérieux. Et sur le fond, on peut nous traiter des fois, ce qui nous a fait le plus mal, je pense que c'est nos orientations politiques. Et c'est pas parce que, voilà, ce n'est pas parce que on parle de partage, on parle de libre, on parle de gratuité, quoique, non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que c'est libre que c'est gratuit et que personne doit être rémunéré. Donc, vous voyez, je suis quand même, en tout cas, moi, pour ma part, je suis relativement nuancé et je pense que je partage ce point de vue avec mes camarades. Donc, non, il n'y a aucun aspect politique
politique et j'espère qu'il n'y a aucun rattrapage politique dans ce qu'on peut dire. Et on s'en détache complètement. Notre but n'est pas faire de la politique. Notre but est de faire de la sensibilité sur les numériques, sur l'usage numérique. Et c'est vrai qu'on a une petite orientation open source. Voilà. On peut nous taxer également de libristes. Alors j'ai envie de dire oui, on met en avant les solutions libres, mais des fois, il faut peut-être se raccrocher à la réalité et le libre ne répond pas toujours aux attentes de tous. Donc voilà, des fois, on ferme le poing dans la poche et puis on avance. Voilà sur les précisions qu'on voulait vous apporter. Est-ce que vous partagez ça, mes camarades, ou est-ce que vous vouliez dire autre chose? Ouais. Non, je suis entièrement d'accord, parfaitement. Donc, rien de plus à dire. T'as bien résumé. C'était bien comme conclusion de cet épisode ultra sérieux. Très bien. Ok, je vais pas faire plus long parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on enregistre. D'ailleurs, t'aurais pas une citation très célèbre d'un ancien président français qui aurait dit quelque chose par rapport à cela? Oui, et qui a été repris par Emmanuel Macron. Le truc, c'est comment déjà quand on te rapporte certains bruits de couloir? Je sais plus, c'est un truc du genre ça m'en touche une sans bousculer l'autre, c'est pas ça que vous voulez? Oui, sans bouger l'autre, c'est ça, tout à fait. Voilà, comme ça, on est vraiment au niveau 14 ans, âge mental, vous avez bien compris, et on reste dans l'humeur pipi-caca. Il avait 70 ans, celui qui a dit ça en off, oui, puis il touchait le mulot, enregistrement. Il touchait le mulot. Il touchait le mulot. Super. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est pipi-caca, mais on adore ça. Oh non, de Dieu, oui, il n'y a rien de tel, Ouais, bon allez, on va sur ces regrets-là. On va conclure cet épisode. On vous remercie encore une fois pour votre patience, votre écoute, votre fidélité, vos retours que vous nous faites, aussi bien sur la chaîne YouTube de Steve 513V3 que sur le compte Mastodon de Mister le Tux masqué. Voilà, c'est ça, le blog Numétopia, ou également sur Librement Linux Podcast. Ça, c'est le salon Matrix. Et on va s'arrêter là sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien d'en avoir plus. De toute façon, on n'a pas le temps de tous les regarder, les écouter, les lire. Voilà, c'est déjà pas mal. Non, de toute façon, on les lit pas. Non, puis on n'ira pas. Instagram, vous oubliez. X, vous oubliez. Facebook, vous oubliez. Voilà, vous oubliez tout ça. On n'y est pas. C'est pas nous. Voilà. En tout cas, avant que je n'ai plus de salive, je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne continuité. On vous donne rendez-vous bien sûr au prochain numéro de podcast Librement Linux, qui, là, sur notre croisière, on est à peu près à un épisode toutes les semaine et demie. Voilà, il n'y a rien de régulier. On essaye de tenir quand même la distance, mais bon. On va bientôt, ça va être les vacances. Oui, c'est ça. Ouais. Par contre, on le fait quand on a envie, quand ça nous plaît, et on le fait également pour vous faire plaisir. Donc voilà, c'est un tout. Merci Steve, merci le Tux, à la semaine prochaine. Enfin, au prochain numéro, pardon. Merci Cédric. Je t'en prie, à bientôt, salut, bye bye. Ouais, t'attends peut-être que je te balance un petit truc pour le mot de la fin, mais aujourd'hui, franchement, je suis à sec. T'es pas obligé, écoute, on va conclure là-dessus. Voilà, t'es à sec, très bien, on retiendra ça. J'isolerai évidemment cette phrase. Merci. Minecast.